fait, ça a été une grosse aventure. Pour ne serait-ce que déjà être pris dans la formation, il y a un examen probatoire qui est assez compliqué. Il faut avoir déjà une bonne condition physique, il faut être bien être fort en orientation, savoir retrouver des balises. C'est pas seulement travaux, retrouver son chemin, mais comme dans les courses d'orientation. Donc moi je connaissais peu, voire pas tout ça, donc j'ai dû m'entraîner, passer beaucoup de temps, d'énergie. Et d'ailleurs, avant même de devenir accompagnateur, j'ai fait une année de formation en tant qu'éducateur environnement dans les Cévennes, ce qui m'a déjà permis de développer certaines connaissances par rapport à la nature, un premier contact avec la nature, et puis aussi qui m'a bien préparé à l'accompagnateur en montagne. Et les années suivantes, j'ai pu passer d'abord l'examen probatoire, et puis ça m'a pris 2 ans pour avoir mon final d'accompagnateur en montagne. D'accord, et pendant tout ce temps, c'était la motivation, c'était pour éventuellement amener des personnes. C'est ça. En fait, ma motivation n'a jamais changé depuis que je suis parti de Kermaling. Je sentais que je devais continuer ce cheminement dans la nature. J'avais envie de le partager aussi dans ce contexte-là. Et quand je me rends compte, toute cette énergie, cette année de formation en tant qu'éducateur environnement, ce diplôme d'accompagnateur en montagne, n'avait pas pour autre objectif que de me permettre de partager tout ça dans le contexte de la nature. Et donc comment tu as gardé active cette motivation? Parce que c'est quand même un projet sur 2 ans. C'était le fait de quand tu meditais, quand tu te reconnectais à toi-même, ça te faisait du bien et c'est ça qui te donnait envie de continuer et de persévérer? Non, je crois que c'était simplement là, présent, comme quelque chose qui ne s'éteint pas. Je le verrais plutôt comme quelque chose, une présence continuelle. J'avais pas besoin de faire d'efforts pour me motiver, au sens où il y avait quelque chose en moi qui sentait que c'était la bonne direction, et de ce fait, étant connecté à ça, je suivais le fil, je suivais le cours naturellement. J'ai pas eu besoin de me... Comme je l'ai dit, j'ai pris cette habitude de vraiment rester à l'écoute de ce que je ressens. Et du coup, quand je suis vraiment en contact avec ce qui me semble juste, ça ne demande pas d'effort, parce qu'en fait, ça se fait parce que c'est ça qui doit être fait et qui doit se faire. Alors, ça c'était mon activité, ce dont on vient de parler, mais ensuite j'avais mon chemin spirituel. Et je me suis rendu compte avec les années que le souhait pour moi de me connecter à la nature dans mon chemin spirituel n'était pas simplement le fait d'être dehors et d'apprécier d'être dehors, mais en sortant du temple, en fait, ce dont j'avais besoin, c'était de sortir des croyances, des concepts mentaux, humains. Et je me suis rendu compte que même dans le cadre de la tradition bouddhiste, je pouvais rester enfermé par la façon dont on parle de l'expérience ultime, l'expérience absolue, qui n'est, comme le dit l'adage, que le doigt qui montre la lune, mais on peut rester prisonnier d'un système de pensée, d'un système de croyances, d'un système de choses à pratiquer pour atteindre un certain objectif. Et aujourd'hui, j'ai senti que tout on va dire, cet ensemble de concepts était devenu, pour moi, non seulement plus une aide, mais un obstacle pour pouvoir continuer et aller au-delà. C'est pas que ça n'a pas été utile au début, ça l'a été, mais c'est comme lorsque l'on dit quand on veut traverser une rivière, on utilise une barque, mais une fois qu'on est arrivé de l'autre côté, ça sert à rien de porter la barque. Et donc j'ai senti pour moi qu'il fallait que je redécouvre l'expérience d'une façon vierge, d'une façon non mentale, sans même concevoir d'objectifs à atteindre ou de choses à faire. Et le cadre de la nature m'enseignait cette non-artificialité, cette non-fabrication mentale, le fait de s'asseoir
le mystère de la nature et de ne pas comprendre, de ne pas chercher à comprendre, mais juste de se laisser être, de se laisser enseigner par un enseignement qui est au-delà des mots, de se laisser pénétrer et ainsi progressivement de laisser se dissoudre la barrière de séparation entre soi et le monde. Et c'est ça véritablement que j'ai commencé à intuiter au travers de cet appel à cheminer dans la nature. Mais au début, j'avais besoin, et j'en ai encore besoin d'ailleurs, de guidance et d'inspiration. Alors j'ai fait Google. J'ai cherché pendant des heures et des heures méditation, nature. Au début en français, je trouvais rien qui me semblait authentique et qui m'intéressait. Puis après, je me suis dit, mais attends, là tu cherches en français, mais le monde anglophone est tellement plus vaste et souvent précurseur. Et j'ai commencé à faire mes recherches en anglais. Et de fil en aiguille, je suis tombé sur une association qui s'appelle Way of Nature, chemin de nature, qui était elle basée en Angleterre, qui organisait des retraites dans la nature avec pour cœur un moment de solitude dans la nature. Quand j'ai lu leur site internet, quand j'ai vu les messages qu'il y avait, toutes mes cellules se sont mises à vibrer, à résonner, et je me suis parti faire des retraites avec eux. Et eux-mêmes étaient juste une branche du fondateur américain de ce Way of Nature, John Milton, dont j'ai déjà parlé. Ce grand ancien qui a consacré sa vie à l'écologie et à la connexion de l'homme à la nature et à un chemin spirituel dans la nature. C'est d'ailleurs chez lui que je suis allé faire cette longue retraite d'1 mois dans la nature. Et progressivement, j'ai fait plusieurs retraites sous sa direction, en augmentant à chaque fois le temps de solitude. La première, elle faisait à peine plus de 24 heures. Alors, il y avait un avant, un après, mais le temps de solitude faisait à peine plus de 24 heures. Après, j'ai fait 2 jours. Après, j'ai fait 3 jours. Après, j'ai fait 8 jours. Après, j'ai fait 1 mois. Donc, progressivement, j'ai pu prendre confiance dans ma capacité à vivre ces moments-là et surtout prendre confiance dans la pertinence de ce chemin pour moi où à chaque fois je recevais énormément, beaucoup et c'est ce qui m'a vraiment donné une confiance immense dans ça. Et c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui qu'avec un ami très proche, nous organisons nous-mêmes des retraites dans la nature sous ce format-là, proposant aux gens de rester en solitude pendant un temps immergé dans la nature. J'ai mentionné le pouvoir de la solitude dans la nature. Et c'est revenir à une spiritualité primordiale avant la religion des hommes, avant les concepts des hommes. C'était la spiritualité qui existait avant les religions. Une spiritualité naturelle que vivaient très certainement les chasseurs-cueilleurs. Et quand on voit beaucoup de signes dans les grottes, beaucoup de choses qui semblent être très spirituelles, et qui a commencé à cesser avec l'apparition de l'agriculture et qui a été concomitante avec le développement des grandes religions telles que l'on connaît, où l'homme s'est extrait de son environnement naturel pour construire et s'enfermer dans un monde humain, humanoïde, en se mettant non seulement au centre de la création et en essayant de utiliser le pouvoir qui lui avait été donné de réflexion pour contrôler, faire toujours plus de contrôle, toujours plus de pouvoir, ce qui a amené l'évolution de notre progrès. On le voit bien sûr dans l'agriculture, mais l'agriculture c'est juste qu'une dimension. Et en parallèle de ça, l'homme a déconnecté le sacré de la nature en fabriquant des dieux extérieurs, des temples extérieurs, et a contribué ces religions ont contribué finalement à couper l'homme de sa maison,
de là où il vient, du cercle de la vie. Et aujourd'hui, nous voyons, à l'heure actuelle, la conséquence de cette coupure, aussi bien dans les problèmes écologiques de notre planète, qui en sont juste un reflet, et aussi dans le mal-être existentiel que peuvent vivre les hommes et la plupart des hommes. Après cette expérience dans la nature, est-ce que tu as eu l'occasion de t'entretenir avec le moine bouddhiste dans le centre où tu étais? Est-ce que tu as pu partager ton expérience avec eux? Non, je ne l'ai pas vraiment fait parce que j'ai senti qu'il n'y avait pas vraiment de place pour ça. Lorsque l'on est responsable d'une institution, on a une fonction, on a un rôle, on se doit de maintenir l'institution qui sert la cause pour laquelle l'institution a été créée. Mais de ce fait, il y a beaucoup moins d'espace pour penser différemment, pour voir différemment, parce que ça remettrait en question l'objet même de notre mission et de notre action. Et même si lui-même a beaucoup parlé de l'écologie spiritualité, il a même créé une grande rencontre écologie spiritualité. Néanmoins, je ne pense pas que mes choix de vie ou mon parcours de vie aurait été finalement quelque chose qu'il puisse comprendre de l'intérieur. Donc du coup, j'ai préféré ne pas en parler. D'accord. Malgré cela, il y a quand même une utilité à passer par ces structures, que ce soit l'enseignement du bouddhisme, le BSR, ou même le fait d'avoir suivi John Milton et de ne pas avoir été tout seul dans la nature. Et ça, à un moment, ça a du sens. Bien sûr, ça a du sens, ça a complètement du sens. Ce n'est pas indispensable, ce n'est jamais indispensable. Et ça, c'est la première chose à dire. Ce n'est pas indispensable au sens où, bien sûr, il est important de rencontrer quelqu'un ou quelque chose qui nous éveille à ça. Mais certaines personnes ont des intuitions naturelles. Je dirais qu'il n'y a pas de règle. Et justement, la règle est un des problèmes, de considérer que ça devrait être indispensable. Parce que ça voudrait dire que pour réaliser notre propre nature, il faudrait que l'on ait besoin d'intermédiaires. Il faudrait que l'on ait besoin de sachants et qu'à la base on n'est rien et qu'il faudrait qu'ils nous apprennent. Or, en fait, cette spiritualité primordiale est basée sur un droit de naissance. Notre droit de revenir chez nous, à notre maison et notre capacité de le faire sans intermédiaire. Donc ça, c'est très important de le sentir. Ensuite, pour effectuer concrètement ce chemin du retour, il se peut que notre chemin nous amène à avoir besoin d'être dans un cadre, de rencontrer des personnes. Et ça a été mon cas. Et non seulement je ne le renie pas, mais j'en suis même heureux et avec beaucoup de gratitude, car c'est ce qui m'a permis de comprendre et d'évoluer. Et que si notre cœur nous dit qu'il est bien de nous connecter à ça, eh ben, c'est peut-être que c'est notre chemin. Mais ce qui est important, c'est la vision. Et la vision, c'est de sentir que nous sommes déjà tout ce à quoi nous aspirons. Et nous n'avons pas besoin d'intermédiaires ni humains, ni même conceptuels pour le réaliser potentiellement. Et à l'époque des chasseurs-cueilleurs, il n'y avait pas de guide spirituel. Le guide, c'était la nature et c'était le monde naturel. Et c'était du fait que les hommes de cette époque étaient tellement immergés dans leur environnement que naturellement, l'enseignement se déroulait naturellement, justement. Donc, voilà. Mais ce qui en aucun cas, ce que je dis, n'est pas justement pour créer une opposition par rapport à d'autres choses. Et au contraire, même par exemple, la MBSR est déjà une première étape vers ça. Où la pleine conscience, la MBSR a sorti la méditation de son dimension religieuse
pour permettre d'être ouverte et accessible au plus grand nombre. Et donc déjà, la pleine conscience et l'intuition de Jon Kabat-Zinn va déjà dans cette direction. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, par exemple, dans le chemin de la pleine conscience et de la MBSR, c'est que ce qui est au centre, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un courant, ce n'est pas une tradition, c'est une expérience. L'expérience de pleine conscience, pleine présence. Et ça change radicalement la façon dont on perçoit ce que l'on fait. Et simplement aujourd'hui, pour moi, dans la continuité naturelle de ce mouvement, la pleine conscience, pleine présence, c'est vraiment cette base d'être en lien, en intimité avec notre environnement, avec ce que l'on est, avec l'expérience du moment présent. Et aujourd'hui, l'étape qui manquait à mon chemin, c'était la reconnexion au vivant, à la vie. Je t'ai aussi entendu dire que notre corps était le dernier lien que l'on avait avec le monde vivant et que c'était un lien qu'on était en train de perdre. Alors oui, et ça c'est effectivement quand on retrace un petit peu l'histoire de l'homme, c'est d'abord a commencé à se déconnecter de son sentiment d'appartenance avec le vivant, à faire de la nature un objet d'exploitation, un objet de contrôle. Il a bien pris soin de supprimer tout ce qui pouvait lui être nuisible et de le considérer jusqu'à aujourd'hui comme un objet. Finalement, quand on voit ce qu'on fait subir aux animaux, la façon dont on traite la terre, la façon dont on traite le sol, donc il y a vraiment cette dimension de déconnexion de la nature. Et puis, de plus en plus, est venue aussi naturellement la déconnexion avec notre propre maison individuelle. Il y a notre grande maison qui est celle de la nature, et puis il y a notre propre maison individuelle qui est la maison du corps. Et notre société devenant de plus en plus abstraite, notamment avec l'évolution du langage, des signes qui ne veulent plus rien dire, des alphabets qui ne veulent plus rien dire, alors qu'au début, les premiers alphabets avaient encore un lien avec des réalités concrètes. Aujourd'hui, quand on voit un A, un B ou un C, ça ne veut rien dire dans la vie concrète. Et donc, avec cette évolution de l'abstraction, cette évolution des concepts, qui a trouvé même son paroxysme dans la philosophie et la réflexion philosophique, et toutes les spiritualités, comme son nom l'indique, qui ont eu tendance à nous faire imaginer que la spiritualité était quelque chose dans le ciel, quelque chose en haut, et à désincarner la dimension spirituelle. Et dans la continuité que nous nous étions déconnectés de la terre, nous nous sommes aussi déconnectés de notre propre base, qui est notre propre corps. Et cette déconnexion, elle a été encore plus amplifiée, notamment avec la révolution industrielle et tout le confort qu'elle a amené. Car le mode de vie confortable nous a permis d'être de moins en moins reliés à notre corps, tout simplement parce que notre vie ne nous le demandait pas. Par exemple, si vous vivez dehors et que vous avez des travaux manuels à faire pour survivre, vous êtes naturellement plus en contact de votre corps que si vous faites qu'un travail de bureau du matin au soir en restant dans votre voiture, devant votre télé ou devant votre ordinateur. Et donc, ce mode de vie nous a de plus en plus coupés du corps et nous vivons dans un monde mental, uniquement mental, fait de concepts, de représentations, d'abstractions. Et c'est la dernière étape, pour moi, de notre déconnexion. Et du coup, ce chemin du retour passe effectivement d'abord et avant tout par un retour dans le corps. Réapprendre à revenir dans le corps, à ressentir le corps dans toute sa sensorialité, dans toute sa sensualité, dans toutes ses sensations. Et on voit comment la coupure du corps a amené toutes sortes de maladies chroniques, de tensions, de stress, le corps qui encaisse, les mémoires s'accumulent et qui mûrit aussi avec toutes ces mémoires. Donc le retour au corps est vraiment quelque chose de fondamental. C'est pour ça que le chemin de la pleine conscience
est si pertinent aujourd'hui, et c'est un des éléments essentiels sur lequel a insisté Jon Kabat-Zinn, c'est cette dimension du retour au corps qui est vraiment l'étape de base. Et puis, une fois cette étape de base, ou en parallèle de cette étape de base du retour au corps, il y a bien sûr la reconnexion à la maison plus grande. C'est-à-dire à cette partie de nous-mêmes qui nous dépasse, mais qui est aussi dans lequel nous sommes, qui est le monde naturel, le monde de la vie. Donc, on pourrait résumer tout ça en parlant de ce chemin spirituel comme un cheminement de reconnexion à la vie, un retour chez soi, dans son corps, dans le cercle de la vie. Aujourd'hui, pour moi, nous sommes arrivés dans un monde invivable, et ce monde invivable, on le voit, est à bout de souffle, en fin de cycle. Et si on comprend bien la dynamique des cycles, pour qu'un nouveau cycle redémarre, il faut qu'il y ait de la place. Il faut qu'il y ait de la place qui soit faite. Et je crois qu'aujourd'hui, ce système est devenu tellement complexe à tous les niveaux, tellement imbriqué, qui fait que chaque élément étant interdépendant avec le reste, bouger quelque chose fait bouger autre chose. C'est enchaîné. Le système est devenu enchaîné par sa complexité. Qui fait que personnellement, je ne sens pas d'autre issue qu'un effondrement du système à tous les niveaux. À commencer par l'effondrement bien sûr financier, mais qui va en cascade amener d'autres types d'effondrements. Et je crois qu'aujourd'hui, je ne crois pas que la technologie va sauver quoi que ce soit. Je pense que pour que le nouveau cycle apparaisse, il faut véritablement que l'on soit allé aux racines mêmes de ce qui ont fait les problèmes. Et les racines mêmes de ce qui ont fait les problèmes, ce n'est pas parce qu'on consomme trop de CO2 ou ce genre de choses. Ce qui ont fait les racines des problèmes, c'est la déconnexion de l'homme avec le cercle de la vie. Donc c'est ça qui doit être la graine qui va permettre pour moi d'engendrer le nouveau cycle. Et aujourd'hui, ce qui me semble important, c'est développer sa capacité de résilience pour faire face aux effondrements qui vont très certainement advenir dans les décennies qui viennent. Je ne suis pas devin, je ne sais pas ce qui se passera, je ne peux rien prédire, mais je crois que la meilleure façon de se préparer, peut-être que tout ira très bien, et dans ces cas-là, il n'y a pas de problème, mais bien se préparer, c'est une bonne façon de bien donner son sens à sa vie, au sens où ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est d'abord d'amorcer ce chemin du retour du cœur. Donc ça, c'est l'élément essentiel. Redonner la place au cœur, laisser l'ultra-domination du mental pour redevenir dans le cœur. Ça, c'est le geste de base primordial, sans lequel il n'y aura pas de nouveau cycle. Et bien sûr, sans lequel il n'y aura évidemment pas d'issue à la situation que nous vivons aujourd'hui. C'est pour ça que juste les actions écologistes, pour moi aujourd'hui, manquent de quelque chose d'une profondeur qui est celle d'abord de revenir dans le cœur qui nous réunit, qui nous fait sentir véritablement vivants, qui n'est pas une idéologie mais qui est une expérience, ce qui est complètement différent. Une écologie de cœur, si vous voulez. Et donc, ça, je crois que c'est vraiment la première étape d'amorcer ce chemin du retour, tel que nous en avons parlé, à titre individuel, dans cette dimension spirituelle, de reconnexion à soi et de reconnexion à son cœur et à la nature qui nous entoure. Et en parallèle de ça, la deuxième chose qui me semble importante pour ce moment-là, c'est de développer notre capacité de résilience, en particulier notre capacité de résilience
au niveau alimentaire. Pourquoi ? Parce que tout le système agroalimentaire aujourd'hui est un système fragile, basé sur le monde tel qu'il s'est constitué aujourd'hui. Et en l'espace de quelques décennies, des milliards de personnes se sont coupées de leur capacité de pouvoir être autonomes dans leurs besoins de base de subsistance. Ce qui, dit entre parenthèses, engendre un grand stress, puisque un des premiers stress de la vie, c'est avoir quelque chose à manger. Regardez comment ça se passe lorsqu'il y a ne serait-ce qu'une menace de blocage de raffinerie de pétrole. Les personnes se ruent dans les supermarchés faire le plein d'essence. Et récemment, j'ai vu dans le supermarché à côté de chez moi que non seulement les gens, alors que la grève n'avait même pas commencé, non seulement les gens se ruent faire le plein d'essence, mais maintenant commencent à dévaliser les rayons des supermarchés. J'ai vu que des rayons étaient vides en se disant, si les grèves durent trop longtemps, le supermarché ne va pas pouvoir être approvisionné, donc il faut que je fasse des réserves. Aujourd'hui, quand on regarde la situation alimentaire au niveau mondial, les réserves baissent d'année en année, du fait de tous des problèmes de dérèglement, et la demande augmente d'année en année, non seulement du fait de la population qui augmente, mais du fait aussi des changements de mentalité, au sens où par exemple des pays pauvres qui deviennent riches se mettent à consommer comme des riches, par exemple en Chine, où un des signes de richesse c'est de manger de la viande 3 fois par jour. Tôt ou tard, une fébrilité alimentaire va apparaître et peut-être potentiellement une crise alimentaire va apparaître. Depuis la guerre, plus personne ne sait ce que c'est être rationné ou d'avoir des rations. Imaginez si demain, cette abondance dans laquelle on s'est endormi depuis plusieurs décennies tend à disparaître dans les supermarchés, la folie qui va être engendrée. Et parce que quand on a faim, c'est autre chose que quand on n'a pas d'essence pour mettre dans la voiture. C'est un stress qui est autrement plus angoissant. Et donc, moi aujourd'hui, ce qui me semble fondamental, c'est où que l'on soit, qui que l'on soit. Et je partage ça comme un partage de cœur. Après, chacun pourra faire ce qu'il en veut. Et si ce que je dis paraît complètement absurde, le mettre dans la poubelle. Et je le partage vraiment pas pour convaincre, mais parce que ça me semble être important de le dire haut et fort. Il est primordial de développer sa capacité de résilience alimentaire. Que ce soit en réapprenant à cultiver la terre nourricière, en réapprenant à se connecter à l'abondance naturelle face à comme la cueillette sauvage ou d'autres techniques ancestrales. Et bien sûr, tout ne peut pas se résumer à ça, mais je pense que c'est un élément essentiel. Et comment ne pas plonger dans la peur et garder cette notion de se reconnecter à la joie oui. Du moment présent. Exact. Alors tout d'abord, la peur n'est pas forcément un problème en soi. La peur est parfois le signal d'un danger et parfois il est bien d'avoir peur. Et parfois il est juste d'avoir peur parce qu'il y a des moments pour être joyeux, mais il y a aussi des moments où on a besoin d'être informé de danger. Si vous êtes face à un grizzly et que vous êtes en train d'être joyeux parce que vous ne le voyez pas qu'il est devant votre dos, ça serait bien d'avoir peur parce que c'est le moment de vous enfuir. Donc, la peur, effectivement, peut être un signal. Après, comment ne pas être obnubilé et submergé par la peur, et c'est pour ça que c'est le premier point que j'ai mentionné, c'est ce retour au cœur. Parce que en vivant dans son cœur, en étant en lien avec son cœur, on est en contact avec cette joie profonde, inaltérable de la réalité, de la vie que nous sommes. Et aussi parce que tout ce qui se passe peut être vu comme quelque chose de négatif, mais en fait est un processus qui peut être vu aussi comme quelque chose de profondément guérisseur, qui va certes passer par des difficultés, dont j'ai mentionné, les phases d'effondrement. Mais cet effondrement n'est pas une punition. Cet effondrement est juste quelque chose qui va nous permettre de tirer les enseignements.
de tirer les leçons pour repartir d'une nouvelle façon. Et ça, c'est extrêmement motivant, c'est extrêmement enthousiasmant, et on sent qu'il y a aussi cette joie qui est présente aujourd'hui dans le monde. En parallèle de toute cette souffrance, on sent que de plus en plus de gens se connectent à quelque chose de beaucoup plus authentique, et se connectant à quelque chose de beaucoup plus authentique, les cellules, elles vibrent. Et parce qu'on sait que c'est ça la direction, et c'est la direction du cœur. Et aujourd'hui, la seule chose qui peut redonner de la joie à notre humanité, à notre vie, et c'est la première chose dont la planète a besoin, c'est de se reconnecter à notre cœur et à ce cœur sensible, ce cœur vulnérable, ce cœur bon, ce cœur bienveillant, ce cœur qui sait se réjouir, mais qui sait aussi être touché de la joie, de la beauté, de la souffrance. Donc c'est ça, et qui nous fait vraiment sentir vivants, et de ce fait qui nous fait sentir heureux. Alors une dernière question, après je te laisse partir. Peux-tu continuer à relater ton expérience et ce mois que tu as passé en plein milieu sauvage? Oui. Donc ce mois, effectivement, que j'ai passé dans la nature a pour moi été un mois fondateur. Il m'a énormément aidé à me reconnecter justement à mon cœur, de pouvoir parfois ressentir des moments de gratitude par rapport à tout ce que la nature a de bienveillant, cette terre qui nous supporte, cet arbre qui me faisait de l'ombre, cette eau que je peux boire. C'est cette terre qui fait que dès qu'on y sème quelque chose, elle y répond en nous donnant à manger. Cette terre qui nous donne des enseignements aussi en nous montrant lorsque notre chemin va dans la mauvaise direction, et en réagissant pour nous montrer ces enseignements. Ce soleil qui nous réchauffe, mais aussi toutes les difficultés du monde naturel qui sont là pour nous connecter à nos ressources, pour nous faire tomber nos illusions, pour nous faire tomber nos croyances. En fait, la nature, je me suis rendu compte dans ce mois de retraite, est quelque chose qui se manifeste pour nous aider perpétuellement, de différentes façons, dans le confort, mais aussi dans l'inconfort, bien sûr, comme un miroir, à faire ce chemin du retour, à opérer ce chemin du retour. Et on peut lui demander de l'aide, on peut lui demander du soutien, et elle nous le rend. Et je l'ai remarqué en moi, et je l'ai remarqué dans des personnes avec qui j'ai partagé ça. À chaque fois qu'une personne passe du temps en solitude dans la nature, même si ça a été difficile, elle reçoit beaucoup. Elle reçoit beaucoup d'enseignements sur ce qu'elle est, sur sa vie, sur pourquoi elle est ici, sur son intention de vie, sur ses forces, sur ses vulnérabilités. Et à chaque fois que j'ai vu des gens aller dans la nature, passer du temps en solitude dans la nature, j'ai remarqué qu'ils avaient toujours beaucoup reçu. Et moi, je crois que c'est ce qui m'a permis, ce mois de retraite, vraiment de me ressentir comme juste faisant partie de ce cercle de la vie, sans avoir plus d'importance qu'un arbre, sans avoir plus d'importance qu'un poisson ou qu'un autre animal. Mais oui. Est-ce que la notion d'identité a tendance à se dissiper un peu? Bien sûr. Et moi, lorsque l'on commence à se laisser fusionner dans le tout, on comprend que le petit moi auquel on s'est identifié, avec ses peurs, ses espoirs, ses craintes, d'abord, il n'a jamais été méchant. Il a fait comme il a pu jusque-là. Et moi, je me suis surpris à éprouver des profonds sentiments de pardon, d'amour même envers le petit moi que j'étais, comprenant qu'il fait comme il peut, et sentant qu'on n'est pas obligé de continuer à croire à cette individualité-là, qu'on peut aussi le laisser aller à son rythme. On ne peut pas forcer, il ne faut pas se traumatiser, mais qu'on sent qu'on n'est pas obligé de
euh, de continuer à avoir cette croyance-là, on peut la laisser se dissoudre progressivement et du coup s'ouvrir, retrouver cette fusion avec la nature, la réalité, sans dualité, sans distinction. Tout ça, ce sont des concepts, des mots, mais qui peuvent véritablement se vivre dans cette ouverture du cœur. Il y a comme une décrispation peut-être, parce que dans la société, on est tellement attaché à un certain rôle. Bien sûr. Le regard des autres qui vient constamment renforcer ce rôle. Bien sûr, et du coup, on se rend compte que on peut laisser aller toutes ces choses-là qui nous tiennent et que la terre, elle les accueille, elle est comme quelque chose qui se décharge à la terre. Et comment évolue le rapport au corps quand tu es dans la nature après autant de jours? Le corps est comme juste un habitacle particulier dans lequel une enveloppe particulière dans lequel se passe tous les processus, mais justement la notion de corps devient beaucoup plus relative, au sens où parfois on a le sentiment que son corps c'est l'ensemble de l'expérience, et que le corps n'est pas simplement réduit à cette enveloppe de chair et d'os, mais comme une sphère d'expérience dans laquelle tout s'expérimente en fusion, c'est-à-dire les sensations intérieures, comme les choses extérieures qui se passent, cette dualité qu'on a dans laquelle et qui est cristallisée le plus souvent, se dissout et la barrière du corps se dissout. C'est pas qu'on n'a plus de corps et c'est pas qu'on ressent plus le corps, mais c'est ce qui se dissout, c'est la sensation de séparation entre à l'intérieur du corps et à l'extérieur. Et en fait, on peut vivre, sentir la terre dans son corps, les nuages dans son corps, les arbres dans son corps, tout simplement parce que ce que l'on expérimente, c'est pas juste un corps, c'est une sphère d'expérience qui comporte la totalité de notre expérience. Je suis encore sur le chemin et j'ai encore à approfondir toutes ces intuitions-là, toutes ces expériences-là. Donc je ne veux pas parler de tout cela comme si tout était pour moi accompli et achevé, mais juste comme des petites expériences qui m'a été donné de vivre et comme des encouragements, des intuitions à continuer dans ça. Mais le sentiment, finalement, d'une expérience qui se déploie d'instant en instant, dans une fluidité, sans même quelqu'un qui regarde ou qui en est l'observateur ou le témoin, mais comme quelque chose qui se déploie. Et pour ça, m'avoir médité longtemps près de la rivière m'a beaucoup aidé, puisque la rivière a une dimension continue, un flot continu, et ce flot continu nous enseigne vraiment cette fluidité de l'instant présent, de la conscience, de la présence, et se laisser être dans ce flot continu de la manifestation qui se déploie d'instant en instant, cette manifestation comportant tous nos aspects, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans le corps, dans l'esprit et dans les sens et à l'extérieur, et laisser les choses être sans même les saisir avec quelqu'un qui perçoit ça. Juste laisser l'expérience se déployer naturellement. Et du coup, toutes ces notions artificielles de séparation intérieur du corps, extérieur du corps cessent. Parce qu'en fait, il y a une continuité entre le corps et l'extérieur. C'est comme une expérience qui se déploie, qui rayonne, mais il n'y a pas de barrière en tant que de discontinuité entre les deux. La discontinuité, elle est juste dans notre modèle le modèle conceptuel dans lequel on vit notre vie habituelle. Comment les gens peuvent te contacter s'ils souhaitent participer à des retraites ou à des stages? Alors, s'ils souhaitent participer à des cycles de pleine conscience, ils peuvent aller sur mon site internet qui s'appelle quiétude-mbsr.fr, qui est dédié là, à l'enseignement de la pleine conscience d'une façon générale. Et puis pour les personnes qui sont plus intéressées par une approche
direct dans la nature, notamment avec ces retraites en solitude. Avec la personne avec qui je guide ces retraites, nous avons constitué un site qui s'appelle fréquence-nature.net et dans lequel nous organisons peu de retraites par an, seulement 2 ou 3, et nous les organisons, et c'est important de le dire, d'une façon totalement bénévole, au sens où nous faisons payer aux personnes le prix coûtant pour ces retraites, parce que c'est quelque chose, un partage que nous faisons, partage de cœur, et donc nous passons énormément d'heures bénévoles pour permettre aux personnes qui le souhaitent d'établir cette reconnexion. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Moutassem. Merci d'avoir suivi cette 3e et dernière partie de cet entretien avec Pierre Lançon. Avec Pierre, on a également coécrit un livre, Méditer dans la nature, où vous retrouverez le parcours de Pierre et où Pierre donne également des conseils concrets pour se ressourcer, pour se reconnecter à son cœur dans le monde naturel. Ce livre est désormais disponible sur Amazon. Il vous suffit de faire une recherche Méditer dans la nature. Je mettrai également le lien sur la page de cet épisode. Un grand merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast Pratiquer la méditation.